Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. On va parler pas mal de Russie, d'Ukraine aujourd'hui évidemment, mais on va aussi parler de smartphones, on va parler d'Elden Ring, on va commencer avec des processeurs et c'est Intel qui annonce sa 13e génération. Je vous rappelle que la 12e Alder Lake vient de sortir, on a déjà les Raptor Lake qui arriveraient dès le 3e trimestre 2022, c'est-à-dire à la rentrée. Pourquoi ? Parce que pour Intel, il va falloir contrer très vite AMD, qui prépare ses Ryzen de série 7000 et sa nouvelle plateforme AM5. Qu'est-ce qu'on aurait pour ces nouveaux processeurs ? Beaucoup plus de corps qu'avant, ce qui permettrait de faire des bons entre 8 à 17% en single core et jusqu'à 40% en multicore. Évidemment, ce ne sont que des chiffres non officiels pour l'instant. On essaiera de faire les tests dès qu'on aura ces beaux petits bébés. Mais si vous comptiez peut-être acheter des corps de 12e génération de chez Intel, sachez que la 13e génération arrive très vite. On passe maintenant au smartphone et je vous rappelle, aujourd'hui à midi, nous avons découvert la fameuse gamme haut de gamme de chez Oppo, les Find X5, Find X5 Lite et Find X5 Pro. On a déjà fait une prise en main notamment du Find X5 Pro qui globalement embarque tout ce qu'on peut embarquer dans un smartphone haut de gamme actuellement, c'est-à-dire un écran LTPO 2.0, des modules photo très poussés, une batterie 5000 mAh, un SoC Snapdragon 8 Gen 1, plus un ISP maison, le fameux Mari Silicon, et on verra ce que ça donnera dans cette collaboration avec Hasselblad. Le tout dans une coque, vous le voyez, céramique blanche brillante. Un téléphone aussi qui a pris un petit peu d'embonpoint, parce que la batterie est plus grosse, l'écran passe quasiment à 6,8 pouces, le poids passe à 218 grammes, et surtout, le prix passe à 1300 €. Prix public, là on vient clairement se battre en concurrence avec les iPhone 13 Pro Max et les S22 Ultra notamment. La note sera un peu plus légère pour les Find X5 et Find X5 Lite par rapport aux Pro dont je viens de vous parler, puisque ces derniers possèdent des écrans qui ne seront pas LTPO 2.0, on descend aussi un petit peu en taille et on descend un petit peu en chipset. Donc le Find X5 lui aura un écran qui ne sera pas LTPO 2.0, même pas LTPO. Il aura un processeur Snapdragon 888, celui de 2021 mais qui se tient très bien. Et le Find X5 Lite, lui, sera plus accessible avec un écran 6,4 pouces et un SoC de chez Mediatek, le Dimensity 900. Attention, c'est pas le Dimensity 9000, comme j'avais pu dire il y a quelques jours, mais le Dimensity 900. Tarif du Find X5 Lite, 500 €. Tarif du Find X5 normal, 1000 €. On voit que Oppo a envie de venir se battre dans la catégorie des grands. Est-ce qu'ils y arriveront ? Déjà, on verra avec nos tests dans quelques jours. Du côté de la concurrence, ça continue, ça ne s'arrête jamais. Nous avons déjà les premières images des Google Pixel 7. Oui, tout à fait. Plusieurs leakers réputés ont montré des modélisations 3D de ce que pourraient être ces prochains téléphones. Et vous le voyez ici avec notamment le Pixel 7 Pro via SmartPix et OnLeaks. Il ressemble énormément au Pixel 6, même si vous le voyez, la mise en place des optiques et l'arrondi de ce fameux viseur qui est désormais la signature des pixels change. Pour le reste, on a gardé le style des Pixel 6. On ne sait pas s'il plaisait ou il ne plaisait pas, mais il plaisait assez à Google pour devenir leur signature. Et vous le voyez, du côté des Pixel 7 et 7 Pro, on aura peut-être des textures un peu différentes, mais globalement, on va rester dans des designs assez proches en attendant de voir aussi que le Google Tensor nous réserve. Voilà, là c'était le Pixel 7 normal. On enchaîne enfin avec les Galaxy S22 Plus et S22 Ultra. Je vous rappelle que hier, on vous a parlé du test du S22 Ultra qui a des très bonnes qualités et des zones de doute. C'est un peu la même chose avec le S22 Plus qui a été testé ici chez nous, qui globalement gagne en autonomie alors que la batterie est plus petite, ce qui est une très bonne nouvelle, possède un écran toujours aussi bon, mais en photo, il n'est pas forcément meilleur que le S21, donc adieu la petite nighttographie promise par Samsung. Et puis surtout, encore une fois, l'Exynos 2200, ce gros point d'interrogation sur les performances et notamment les performances en jeu, puisque selon nos benchmarks, ce SoC est moins performant que les SoC concurrents, notamment de l'année dernière. Donc à voir s'il y aurait des optimisations ou pas du côté d'AMD pour la partie GPU qui se nomme Xclipse, ou si on a un processeur qui sera tout simplement décevant cette année. L'autre petit problème qu'on a, c'est que notre S22 Ultra s'est plutôt bien comporté lors de nos tests, même si on a dû refaire des tests côté autonomie-performance. Mais pour certains confrères, ça n'a pas été le cas. Et on a vu du coup des téléphones qui laguaient énormément, et beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû, dans leur réactivité, notamment pour les lancements d'applications. Et on a aussi vu certains écrans qui avaient littéralement des bugs d'affichage un peu
flippant. Donc vous le voyez ici, on peut voir que certains testeurs comme en bas à droite ont eu des applications qui mettaient beaucoup de temps à se lancer et puis d'autres ont vu des écrans qui laguaient, qui clignotaient. On espère vraiment que c'est un problème de firmware, un problème software qui va être très vite corrigé par Samsung d'ici la sortie dans quelques heures du Samsung S22 Ultra et dans quelques jours des S22, S22 Plus. Évidemment, on vous tiendra au courant pour voir si c'est un petit problème isolé ou un problème général, ce qu'on leur souhaite évidemment pas. On passe à la photo avec Canon qui a montré deux optiques. Si vous pensez que le Fan X5 Pro coûtait assez cher à 1300 €, eh bien voici deux optiques, le nouveau RF 1200 mm f8 et le RF 600 mm f5.6, des optiques qui pèsent lourd, 3 kg pour le 600 mm, 13 kg pour le 1200 mm, et surtout qui coûte cher, puisque le 600 mm sera proposé à 19 999 €, là où le 1200 mm sera proposé à 23 999 €. Des sacrés bébés, évidemment, ce sera peut-être pas pour faire des photos de vos enfants dans le jardin, mais plutôt pour des agences de presse ou des paparazzis extrêmement fortunés. Bonne chance en tout cas pour transporter ça tranquillement, se faire un petit limbago au passage. On passe aux voitures avec deux voitures, une très jolie mais hypothétique et l'autre pas très jolie mais très réelle. On commence par la voiture très jolie, c'est la prochaine Lexus, la supercar de Lexus, la 100% électrique. Je vous rappelle que Lexus appartient au groupe Toyota, c'est la marque haut de gamme de Toyota, et Toyota est en retard sur les voitures électriques. Et en attendant, Lexus essaie de faire patienter sa clientèle qui est un peu hésitante à aller voir de l'autre côté, puisqu'ils n'ont pour l'instant qu'un seul modèle 100% électrique, là où ils sont plutôt sur de l'hybride, et ils ont présenté donc cette Electrified Sport, mais qui n'arrivera qu'en 2030. Oui, dans le jeu, on essaie de faire patienter les clients, on va pousser jusqu'à 2030 pour ce concept car. En attendant, évidemment, Lexus sortira d'autres modèles de voitures d'ici 2025, avec notamment, vous le voyez ici, une RZ, un SUV et une berline qui devraient arriver un peu plus vite, mais je vous rappelle que Lexus et Toyota sont quand même un peu à la bourre sur les voitures électriques. On passe du côté de chez Volkswagen, avec une voiture qui, elle, devrait arriver beaucoup plus vite dans les prochains mois. C'est la ID Life, c'est une voiture urbaine très compacte, peut-être la concurrente de la future Renault 5 dont je vous parlais hier. Le problème, c'est que le design n'a pas convaincu grand monde lorsqu'il a été présenté l'année dernière au salon de l'auto à Munich, si tant est bien que le chef du design de chez Volkswagen annonçait qu'ils allaient un peu retravailler l'apparence de cette ID Life pour essayer de mieux la connecter avec les jeunes, d'après ce que j'ai compris. Bon, je sais pas. Si elle pouvait juste être un peu moins bloquée, un peu moins grossière, ça nous arrangerait. Passons maintenant du côté du software avec OnlyFans, la plateforme, je vous rappelle, pour les fans de contenu payant, en tout genre, mais on va pas se mentir, globalement à caractère adulte. Eh bien, OnlyFans est visé par une plainte en Floride d'un concurrent qui s'appelle FanCentro, et ce concurrent accuse ni plus ni moins OnlyFans d'avoir corrompu des personnes dans des réseaux sociaux qui ne sont pas nommés dans cette plainte pour faire passer les concurrents d'OnlyFans dans une liste très spécifique. Et cette liste, c'est la GIF-CT, qui est une liste qui place des comptes sensibles et même à caractère terroriste pour les faire censurer de certaines plateformes. Donc OnlyFans, accusé d'essayer de décapiter ses concurrents et les faire dégager des réseaux sociaux en payant littéralement des pots de vin à l'ancienne. On aura le fin mot de l'histoire, j'espère, dans quelques jours. OnlyFans a évidemment fermement démenti cela et explique qu'ils n'ont rien fait de mal du tout. C'est pas Jojo tout ça. OnlyFans, c'est un cas, mais ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Russie, c'est beaucoup plus grave. Évidemment, je vous rappelle qu'on est au bord d'une guerre et d'un conflit et d'une invasion d'un pays par l'autre. Ça se passe déjà en fait depuis plusieurs mois dans le cyber-hacking, puisque des hackers d'État attaquent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des infrastructures ukrainiennes, que ce soit des banques, des bases militaires, des services publics, etc. Que ce soit des spécialistes de la cybersécurité gouvernementaux ou des spécialistes comme Microsoft, on sait que depuis plusieurs semaines, il y a une offensive qui est lancée et la guerre est déjà bien avancée de ce côté-là, et l'Ukraine subit ce à quoi l'Union européenne pourrait envoyer une team de spécialistes pour aider l'Ukraine, puisque c'est une team qui s'appelle la CRRT, qui est censée se déployer dans des pays de l'UE ou alliés de l'UE dans le besoin sur des conflits, un peu comme on aurait des casques bleus mais du cyber. Et donc 10 spécialistes venant de 6 pays vont être déployés pour venir aider l'Ukraine à résister à cette invasion. C'est pas Jojo. En parlant d'invasion, parlons des jeux From Software, les jeux où les joueurs adorent envahir les parties des autres joueurs. On va dire que c'est plus léger que pour l'Ukraine et la Russie, mais vous pourrez peut-être vous faire envahir dans l'open world de Elden Ring, je ne sais pas. Mais Elden Ring est un
chef-d'œuvre. Le jeu sort demain et les tests sont enfin tombés. Et chez nos collègues de Gamecult, il prend 9 sur 10, un coup de maître au-delà de toutes nos espérances. Et Gamecult est d'accord avec globalement l'ensemble des médias et de la presse qui ont pu mettre la main sur le jeu. Chez jeuxvideo.com, ça prend 18 sur 20. Polygon est amoureux de ce jeu en le qualifiant peut-être de meilleur open world du monde. C'est le cas de Rock Paper Shotgun qui eux sont assez dithyrambiques. Et Elden Ring qui prend pour l'instant une note de 97 sur 100 sur Metacritic. Je vous rappelle que Metacritic, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est pas non plus le seul indicateur. Ça reste un indicateur fort. Mais vous voyez, la version PlayStation 5 d'Elden Ring se classe déjà parmi les meilleurs jeux de l'histoire, tout simplement. Donc je vous rappelle que si vous voulez souffrir, mais de manière libre et non linéaire, ça commence dès demain. Bonne chance à tous et à toutes. Je vous rappelle que nous, on sera quand même là pour vous faire des émissions. Mais bon, je saigne déjà des doigts d'avance. À demain, à très vite. Ciao.